Nous allons partager ensemble un moment autour du concept de table ronde, qui est un concept tout à fait conceptuel, puisqu'en fait, il n'y a que 3 petits tabourets vaguement ronds. Donc, on va se donner effectivement 45 minutes pour échanger avec un certain nombre de représentants d'initiatives qui sont justement une bonne illustration de ce réveil de la conscience européenne. Et alors, l'animateur de cette table ronde sera l'incomparable animateur de l'émission des Chroniques de la Vieille Europe sur Radio Courtoisie. Il est membre de la rédaction d'Éléments. C'est mon ami Patrick PL. Alors, autour de Patrick, donc nous allons accueillir plusieurs intervenants. On va commencer peut-être par les jeunes femmes. Après, elles se positionneront comme elles voudront autour de Patrick. Alors, je vais accueillir Élise Blaise de TV Liberté. Charlotte Dornelas, qui est cofondatrice de SOS Chrétiens d'Orient et journaliste aussi Boulevard Voltaire, et également rédacteur en chef du magazine numérique France. Et pour terminer, je voudrais accueillir mon amie Aude Soro. Aude qui a donc réalisé cette tenture Athéna avec sa sœur Claire. Donc nous avons eu le privilège de passer un week-end sur cette tenture. Et Aude est mère de famille nombreuse puisqu'elle a 6 enfants et qui anime un blog intitulé De bons païens et qui met en lumière donc les traditions familiales et européennes. Ensuite, je voudrais accueillir Jean-David Catin, directeur de l'université d'été de Génération Identitaire. Ah, il est venu avec son public, hein. C'est bien ça. Olivier Bonnet, président de l'association des Racines et des Elfes créée en 2009 et qui a pour objectif la sauvegarde et la promotion et la transmission des identités régionales et nationales des peuples d'Europe. Ensuite, donc notre dernier intervenant est Yann Valery, qui est journaliste à Brésinfo. Alors Patrick, fais-nous rêver sur le réveil de la conscience européenne avec tes invités. Tu as 45 minutes pour cela. Vous m'entendez ? C'est super impressionnant là. La barre est haute, après Renaud Camus, Jean Raspail, Bernard Lugan. Alors j'ai le plaisir d'avoir préparé cette table ronde autour de mes 6 invités. On ne va pas vous faire un grand discours, mais ils sont tous déjà dans l'action. Ils représentent les signes du réveil. Modestement, mais sûrement, ils ont pris leur destin en main et ont décidé de combattre, de militer, de travailler pour leur idéal, pour votre idéal. Alors ils ont relevé la tête et courageusement, ils vont venir apporter leur témoignage à visage découvert, avec leur vrai nom. Et le réveil de la conscience européenne, pour eux, c'est déjà leur quotidien. Alors maintenant, première question. Non, parce que moi, je marque tout, hein. J'ai aucune mémoire. On va commencer par toi, Jean-David. Vous avez tous le courage de venir témoigner sous votre nom, à visage découvert, et vos activités politiques ou métapolitiques. C'est assez rare pour être souligné. Vu que les ennuis que cela souvent apporte sur le plan professionnel et même dans sa vie personnelle et familiale, j'ai envie de vous demander pourquoi ce choix, Jean-David ? Eh bien, c'est assez simple. En politique, comme dans d'autres domaines, on suit en général des visages, des noms, des personnes, et il est donc indispensable d'incarner cet engagement. Aujourd'hui, les gens ne vont pas suivre des pseudonymes ou des comptes Facebook anonymes. Aujourd'hui, les gens vont suivre des personnes qui prennent des risques, car dans le domaine du militantisme, comme de la politique en général, et dans bien d'autres domaines, si on veut du succès, il faut savoir prendre des risques. Donc je pense qu'aujourd'hui, ne pas s'engager à visage découvert, c'est donner un très mauvais signe.
c'est déjà faire peut-être preuve d'une certaine part de peur. Donc les gens ne vont pas suivre quelqu'un qui a peur. Et puis deuxièmement, s'engager avec son nom, avec son visage, avec tout ce que cela implique, ça oblige aussi à une certaine discipline. Ça évite les dérapages, ça évite des comportements provocateurs, comme il peut exister quand on est anonyme. Et donc c'est aussi un gage de qualité et de sincérité. C'est pour ça que c'est important de s'engager de manière non pas anonyme, mais incarnée, si on veut avoir du succès et si on veut que les personnes nous suivent. On va peut-être te donner une voix plus féminine. Charlotte, en tant que journaliste, alors c'est un métier, c'est encore pire, ça. Alors moi ça s'est fait un peu comme c'est venu, c'est-à-dire j'ai commencé à travailler comme journaliste, notamment au Proche-Orient, et à force d'écrire, il y a des choses que j'ai dites parce que je les avais vues ou parce que on me les avait dites, et puis petit à petit il y a certaines choses qui n'ont pas plu à certains, qui ont plu à d'autres, et donc voilà, mon engagement s'est fait un peu comme ça. Je pense qu'on reproche suffisamment aux médias d'influer dans un sens seulement voilà, j'avais choisi de pas le faire, et donc j'ai travaillé avec les gens qui voulaient bien travailler avec moi, et voilà, en essayant aussi de garder l'exigence que je reprochais aux autres médias de ne pas avoir, pour pas tomber dans l'excès inverse non plus, parce que si on refuse de prendre pour parole d'évangile ce que disent les médias qu'on considère comme nos adversaires sur certaines choses, il faut avoir l'exigence, nous, dans notre travail, de ne pas sombrer dans la facilité aussi, parce que c'est souvent ce qui est fait. Et donc, petit à petit, voilà, de travailler avec honnêteté surtout, et je pense que c'est l'honnêteté qui m'a un peu menée là, c'est que j'avais envie de continuer à être libre dans ce que je disais, et donc voilà, mais je suis toujours prête à travailler avec tous ceux qui veulent, et je pense qu'on en est tous un peu là, quoi. Et les lignes bougeant un petit peu, voilà, c'est garder l'honnêteté comme ligne de conduite. Élise, alors là, en plus, c'est la télévision, c'est encore plus, c'est une véritable catastrophe. Je pense que là, toute la salle sait qui tu es. Comment tu le vis ? J'espère. Sinon, c'est mauvais signe pour TV Liberté. Moi, je dirais que c'est en fait une évidence. En réalité, j'ai essayé une fois pour un autre média de prendre un pseudonyme, parce qu'on m'avait conseillé effectivement que déjà, Élise Blaise, ça commençait déjà à sentir mauvais, et qu'il fallait peut-être prendre des précautions. Et en fait, je me suis rendu compte au téléphone que je passais pour une débile, parce que mon nom était alternativement celui que j'avais choisi et le mien. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'était pas possible, en tous les cas, de feindre une identité qui n'était pas la mienne. Et je voudrais revenir quand même sur l'idée de danger et de risque que nous encourons. Moi, au quotidien, aujourd'hui, j'ai pas l'impression de prendre des risques, j'ai pas l'impression d'être en danger. Alors peut-être qu'il faut que je touche du bois, effectivement, mais jusqu'ici, il ne m'est jamais rien arrivé, du moins rien qui soit en rapport avec la profession que j'exerce. Et je pense sincèrement qu'il faut que l'on cesse d'avoir peur. Parce qu'encore une fois, avoir peur, comme le disait tout à l'heure Jean-David, avoir peur, c'est justement être soumis. Nous ne devons pas être soumis. Nous pensons que nous avons raison, que nos idées sont les bonnes. Il faut les porter avec nos noms, avec nos visages, et de toutes les manières que l'on peut le faire, parce que, après tout, on n'a rien à se reprocher. Donc pourquoi essayer toujours de se justifier, c'est ce que disait tout à l'heure d'ailleurs Tatiana Festerling, pourquoi chercher à se justifier si nous sommes des gens, j'allais dire avec beaucoup de guillemets, des gens de bien. Nous ne cherchons pas à faire le mal, nous pensons avoir raison. Pour quelle raison se cacher ? Ça n'a pas de sens, c'est eux qui devraient se cacher. On va passer à notre ami breton. Yann, en Bretagne, tu es journaliste, tu t'occupes du site Brésinfo. Je vais peut-être approfondir un peu plus la question. Jean-Yves Le Gallou, qui considère qu'il y a eu une prise de conscience politique dans la jeunesse à partir des événements de la Manif pour tous. Jean-Yves parle même de la génération 2013. Est-ce que tu as l'impression, toi, qu'il y a eu un véritable changement, que tu vois beaucoup plus de gens prêts à s'engager et se lancer, je dirais, à visage découvert dans ce combat ?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation grave par rapport à ce que disaient tout à l'heure mes collègues et mes amis. Effectivement, nous n'avons plus à nous cacher et nous n'avons pas à nous cacher. Les idées que nous représentons sont belles, sont justes et nous avons raison. Donc à partir de ce moment-là, nous n'avons pas à nous cacher. La génération 2013, pour moi, il n'y a pas de génération 2013 puisqu'il y a des militants qui sont nés bien avant 2013 en politique ou dans le journalisme. Donc ça n'est pas né de la Manif pour tous, il y avait des initiatives bien avant. Alors certes, la Manif pour tous et tout ce que ça a engendré ont engendré peut-être un phénomène plus massif, mais tout cela existait bien avant. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une seule ligne, une seule barricade, parce que nous sommes en guerre. Nous sommes dans une réelle guerre qui va décider demain de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et de toutes les générations qui vont suivre. La seule barricade, elle est entre les gens qui sont pour l'immigration d'un côté et contre l'immigration de l'autre, pour la survie, pour la destruction de leur peuple et de tout ce qui a été engendré depuis des siècles, et de l'autre côté, des gens comme nous qui voulons, quels que soient nos métiers, quelles que soient nos actions, qui voulons défendre une civilisation, des peuples, et qui voulons nous placer d'un côté de la barricade, mais la tête haute. Il n'y a aucune honte, aucune peur à avoir de défendre son propre peuple. Nous avons derrière nous des siècles d'histoire, nous avons devant nous des générations qui arrivent. J'ai à côté de moi une femme qui a beaucoup d'enfants et qui auront sans doute dans quelques années beaucoup de choses à dire. Nous avons la vie devant nous et surtout nous avons une civilisation à défendre. Donc aujourd'hui nous sommes en guerre, et en guerre il n'est pas question de se cacher. Celui qui se cache dans une guerre, c'est un traître, c'est un lâche, c'est un collaborateur. Nous devons gagner. Donc cette génération, qu'elle soit de 2013, de 2011, de 2020, de toute façon, nous n'avons aujourd'hui plus le choix. Donc aujourd'hui, que ce soit la réinformation, que ce soit les militants politiques que représente Jean-David, que ce soit toutes les initiatives qui sont faites, qu'on appelle de la dissidence, elles doivent être soutenues, elles doivent être aidées physiquement, elles doivent être aidées financièrement, elles doivent être aidées avec toute notre sueur, avec toute notre énergie et sans peur, parce que demain, c'est juste de notre vie et de la vie de nos enfants dont il s'agit. L'heure est grave et on ne peut plus rigoler, on ne peut plus perdre notre temps dans des colloques, on doit agir. Voilà. Bon, Aude, tu n'es pas venue là pour faire la guerre. Pourquoi tu es prêt à venir témoigner aujourd'hui dans ce colloque ? Je témoigne aujourd'hui dans ce colloque en tant que femme. Alors je ne suis pas une grande militante, je ne tiendrai pas des discours politiques. Moi, ma proposition, elle est esthétique. Je suis une bricoleuse, je suis une maman. Simplement, moi j'ai fait ce blog parce que j'avais profondément des choses à dire, j'avais de nouvelles propositions à apporter. Je voulais témoigner. Je voulais aussi sortir des concepts, des idées. Je voulais m'adresser aussi à une frange de la population qui est extrêmement sensible aux actes, aux faits. Et puis voilà, une nouvelle esthétique et qui se fait aussi dans la tradition de ce que l'on est. Voilà. Mais c'est parfait. Ouais. Olivier. Et même question, pourquoi tu es prêt à venir témoigner aujourd'hui par rapport à ta vie de militant et aujourd'hui votre projet, la Maison des élèves ? Je vais déjà dire quelques mots de ce projet parce que ça peut-être parle pas beaucoup aux personnes, à la majorité des personnes qui sont là. Moi, je ne suis pas vraiment de la génération 2013, ça se voit peut-être sur mon visage. Plutôt de la génération 86, 88, par là, ça date un peu plus. J'ai été militant
plus politique aussi à ces époques-là. Et puis j'ai repris un petit peu mon bâton de pèlerin, on va dire, un peu avant, en 2008. En 2008, en lançant de manière un petit peu anecdotique, en forme de clin d'œil, l'idée d'un regroupement territorial de quelques personnes qui voudraient travailler ensemble à des sujets, dans des domaines métapolitiques, on va dire. Voilà. Nous, notre association, elle œuvre dans le domaine métapolitique. J'estime qu'il y a 3 piliers sur lesquels on est obligé de travailler si on veut effectivement aller devant les problèmes qui se posent à nous pour les prochaines décennies et pour nos enfants, comme le disait Yann. Il y a l'action peut-être politique qui convient à un certain nombre de personnes et qu'il faut mener. Il y a la réflexion, c'est quelque chose quand même qui est fait depuis longtemps dans ce, on va dire, milieu, hein, même si c'est un terme qui me parle pas trop. Mais la réflexion, ce qui se fait notamment par des colloques comme ici aujourd'hui, mais cette réflexion, faut aussi, elle doit nourrir des actions qui doivent qui doivent se mener à destination de notre peuple. Voilà, on ne peut plus rester dans un précaré, un ghetto, se faire plaisir en se rencontrant deux fois dans l'année dans une manifestation quelconque. Il faut maintenant aller vers les gens. Hein, donc quand on parlait de la bascule de la manif pour tous, 2013, les jeunes, moi je pense qu'il y a une bascule dans l'opinion qui a été faite, que moi je daterais plutôt un petit peu avant 2010 déjà, donc qui a été peut-être amplifiée par des événements comme la manif pour tous, pour aussi une certaine partie de la population. Ça touche pas tellement les gens. Moi qui vis en pleine campagne bourguignonne, les gens au quotidien, ça leur parle pas. La manif pour tous, c'est oublié, c'est passé depuis longtemps. Les jeunes de mon coin, c'est pas ce qui les intéresse. Hein. Mais je conçois que ça a pu intéresser un certain nombre de personnes dans un certain milieu. Maintenant, cette bascule dont je parlais, pour moi, elle date d'un peu avant 2010. Déjà, la parole s'est libérée, la bascule dans l'opinion se fait. J'assimile ça un peu à un mouvement de balancier. Il y a toujours un balancier en histoire. Je veux dire. Nos adversaires, ceux qui sont les responsables de la situation que nous connaissons aujourd'hui, ça fait 50, 60 ans qu'ils sont aux affaires, qu'ils ont tout verrouillé, qu'ils tiennent l'éducation, la culture, les médias, et que grâce à ça, ils ont réussi à imposer leur vue. Pour moi, ce balancier qui était parti vraiment dans leur sens depuis 2000, un peu avant 2010, il est reparti dans l'autre sens. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle, pour rebondir sur le courage, je pense, et comme l'ont dit les autres intervenants, il n'y a vraiment pas à se cacher, il n'y a pas à avoir peur. Moi, quand je vais dans la rue, alors pour parler de l'aspect politique, quand je vais dans la rue chez moi, dans mes petits patins de campagne, il y a une personne sur deux qui a voté Front National aux élections. Donc, quand je vois les gens, je peux parler avec eux, je peux discuter avec eux, même si de mon côté, je ne fais pas de politique, mais plus de l'action associative. Donc, je pense qu'on n'a plus à se cacher, on n'a plus à avoir peur. Il faut maintenant s'affirmer, et il faut s'affirmer d'autant plus par des actions exemplaires dans tous les domaines de la vie associative, montrer aux gens qu'il existe des alternatives constructives, positives, dans des domaines comme nous, des domaines qui nous intéressent, c'est l'environnement, l'éducation, la culture, le patrimoine, la solidarité, et c'est des domaines que nous n'avons pas encore assez investis nous. Nous souhaitons, par notre action, montrer l'exemple pour que partout en France, les gens investissent ces domaines et aillent chercher dans la population, dans le peuple. Je ne parle pas là d'une mouvance ou d'un ghetto, je parle de notre peuple, chercher les gens, leur montrer qui nous sommes vraiment, ce que nous sommes capables de faire, ce que nous pouvons apporter comme solution à leurs problèmes quotidiens, qui ne sont pas seulement l'immigration, pas seulement l'insécurité, qui sont des problèmes de société, on va dire. Et c'est le travail que nous nous sommes donnés à partir de notre base de Bourgogne, de la Nièvre, en fait. Nous sommes installés dans la Nièvre avec un local d'animation. Enfin, je vous invite à venir nous voir sur notre stand, si vous pouvez encore tout à l'heure, si vous voulez en savoir plus. Je ne vais pas monopoliser la parole. Mais mener des actions dans tous ces domaines avec le fil rouge de la préservation, de la sauvegarde de nos identités de peuples européens. Voilà. Alors le monde militant a été pendant très longtemps souvent un monde d'hommes, surtout dans nos milieux, avec souvent une grosse dose de testostérone et de fantasmes guerriers, mais pourquoi pas. Comment voyez-vous alors là je m'adresse qu'à une partie des invités, comment voyez-vous votre rôle de femme dans ce monde un peu spartiate? Est-ce qu'on n'est pas un peu trop caricatural sur notre propre milieu? Charlotte? Alors c'est un milieu d'hommes, je sais pas, on vient tous de parler de la manif pour tous et une femme qui était à la tête, on a entendu tout à l'heure Pegida, c'était une femme aussi, heureusement qu'on est là, hein, j'ai l'impression quand même. Quelle est notre place? Je crois que
c'est d'être ce qu'on est, c'est-à-dire des femmes sans tricher là-dessus, et des hommes le font aussi, enfin dans le combat. C'est juste d'être ce qu'on est. Et tout à l'heure, on disait qu'il y avait maintenant la ligne était pour ou contre l'immigration. Moi, je crois qu'elle est encore plus large que ça. C'est la question, tout le monde en a parlé, mais c'est la question de l'identité. Et si on mêle la manif pour tous justement au débat qui est le nôtre aujourd'hui, c'est bien que le débat est plus large que ça. Je crois qu'il est plus entre les mots, il y a le camp de l'être et le camp de l'avoir, on va dire, de manière un petit peu caricaturale, mais je crois qu'on ne peut pas juste se contenter de s'opposer à l'immigration. Il faut savoir pourquoi on s'oppose à l'immigration. Et en réalité, ce n'est pas une opposition simplement à l'immigration, c'est une défense de ce que l'on est. Et à partir de là, c'est là, je crois, le point d'achoppement, c'est là le moment où on se dit, mais on n'a pas à se cacher, puisqu'on est en train de se battre pour défendre quelque chose, et personne ne peut nous reprocher de vouloir rester ce que l'on est, parce que ça a un sens, et parce que, alors à côté de moi c'est des racines et des elfes, mais pour vivre je crois qu'il faut des racines et des ailes, et ça tout le monde est d'accord, et donc à partir du moment où on défend ce que l'on est, en face ils n'ont pas grand chose à répondre, dans la mesure où ils ont perdu depuis très longtemps ce qu'ils sont, et je pense que là, du coup, être une femme dans ce combat-là, c'est pas... je sais pas, c'est pas un point particulier, enfin moi j'en fais pas une fierté ou un atout ou un bouclier, c'est simplement que voilà, il se trouve que je suis rentrée dans ce combat-là, que je suis une femme, et donc mon rôle aussi dans la défense de l'identité, c'est de défendre l'identité de femme, et je pense qu'on a un rôle en revanche particulier au vu de l'agressivité du féminisme qui prend une énorme place dans le combat aussi, et la preuve est que le combat ne se résume pas juste à l'immigration, il se résume vraiment à notre identité. Donc répondre sur la question du féminisme, notamment, c'est sûr qu'on est plus à même peut-être de le faire, puisque c'est un combat qui a été assez injustement d'ailleurs réservé aux femmes, donc c'est peut-être sur ce point-là qu'on a quelque chose à apporter en plus, et puis pour le reste, c'est juste, voilà, je suis une femme, c'est comme ça, je l'ai pas choisi, mais je l'assume. Ouais. Oui, bon, pas besoin de se justifier. Élise, sur le même sujet. Bon, déjà pour commencer, moi à la rédaction de TV Liberté, on peut dire que je suis en minorité, puisque si on prend que le côté rédaction, je suis la seule femme. Je le vis plutôt bien, honnêtement. Je pense que, sincèrement, comme Charlotte disait, si d'une part, effectivement, le combat pour le féminisme a été pris par les femmes en majorité, il a surtout été pris par la gauche. Et c'est pourtant un sujet qui doit être traité avec un prisme beaucoup plus large et qui est fondamentalement lié à l'identité. Alors on a un bel exemple avec Aude, qui, d'une certaine manière, assume pleinement son rôle de femme, avec 6 enfants. Et peut-être que c'est là où, effectivement, le rôle de la femme diffère du rôle de l'homme dans notre combat, c'est que, finalement, l'immigration est quand même très liée au peuplement. Et ce n'est pas négligeable. Alors bon, forcément, je ne suis pas très bien placée pour parler aujourd'hui, mais bon, je reviendrai peut-être dans quelques années avec d'autres nouvelles. Mais ce qui est certain, c'est qu'évidemment, c'est très important de ne pas perdre ça de l'esprit. Et finalement, si on est sur Terre depuis des siècles et des siècles et que l'on perdure, c'est évidemment pour perdurer à travers sa descendance. C'est un aspect peut-être un peu... primaire finalement, mais c'est pour ça qu'il existe justement. Pour revenir à ce monde de Spartiates, je crois que c'était le terme de la question. Ça, ouais. Je pense que là, effectivement, comme vous le disiez aussi, dans la question, ça relève un peu du fantasme. Et que je ne crois pas que nous soyons plus faibles que les hommes. Je pense que nos atouts et nos outils sont différents. Et que, comme l'explique très bien d'ailleurs le mouvement des Antigones, nous sommes là pour travailler main dans la main avec les hommes doivent travailler avec les femmes, et c'est justement quand ils sont ensemble qu'ils font de belles choses. Alors Aude, maintenant tout le monde sait que tu as 6 enfants. Oui, je crois que oui. Je crois qu'on l'a dit au moins 10 fois. Voilà, c'est ça. En fait, en même temps, ça me gêne pas, c'est ma vie. Voilà, moi je suis pas une intellectuelle, et j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites, et je pense que le rôle de la femme dans la politique est extrêmement important. On a besoin de passionnariat, je pense que les femmes parlent mieux aux femmes, et je pense que voilà, le charme, la douceur, vous l'avez, et notre rôle, c'est un rôle de témoignage et d'être comme on est. Moi, je vais vraiment être très caricaturale, parce que mon rôle militant est nul.
politiquement, c'est nul. Simplement, voilà, au risque vraiment d'être caricatural et de froisser la moins féministe des femmes qui sont là, j'ai fait mes 6 enfants, c'est ma grande fierté. Je pense qu'on peut toutes être militantes en fondant une famille, en les élevant. Moi, j'ai un adolescent de 15 ans qui m'a demandé des autocollants identitaires, 600 à Noël. Je lui ai offert. On peut être maman et combattante, je n'hésiterai pas à le mettre dans un train s'il doit aller à une manifestation, etc. Voilà, simplement mon rôle, il est là. Je pense que notre Europe est mourante. Je pense qu'un réveil de conscience européenne est indispensable. C'est un travail qui vient du centre, qui est un problème profond, simplement. Je pense que la nature est bien faite et que les hommes sont peut-être là, dans un rôle guerrier. Je n'ai rien contre une bonne dose de testostérone pour défendre nos frontières. Je pense que la femme a un rôle différent. Et je pense qu'elle a un rôle de douceur, je pense qu'elle a un rôle de modèle, je pense qu'elle a un rôle de convivialité. Je pense que le peuple de France ne se reconnaît pas forcément dans des idées, dans des concepts qui touchent peut-être une élite intellectuelle. Et je sais que dans ma famille, on fait beaucoup de fêtes qui sont ouvertes aux gens du village. Alors on fait des solstices, des choses comme ça. Je fais moi-même des fêtes où j'invite des gens qui ne sont pas de notre mouvance. Et quand ils repartent en disant « Ah, je ne pensais pas que les gens de votre mouvance étaient comme ça », c'est déjà simplement, mais voilà, mon rôle de militante, il est en ça. Alors le temps tourne, j'avais au moins encore j'avais plein de questions. On va passer quasiment presque à la dernière, mais je pense que c'est l'une des plus belles. En tout cas, tout le monde m'a dit que c'était l'une de mes meilleures questions, parce qu'on a tout préparé à l'avance. Hein. Pensez pas sincèrement que tout le monde on improvise. L'écrivain Jean Mabir écrivait « Nous ne changerons pas le monde. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas nous qui allons changer le monde, mais le monde ne nous changera pas. » On va commencer par Yann Valéry. Êtes-vous d'accord avec ce constat ou vous avez l'impression que les choses bougent en ce moment? J'ai l'impression que Jean Mabir va peut-être se tromper et qu'on est en train de bouger. Yann Valéry. Moi, je pense que le constat de Jean Mabir est un constat du XXe siècle, un constat assez défaitiste au final, parce que dire que nous ne changerons, enfin que le monde ne nous changera pas, mais que nous ne changerons pas le monde, c'est accepter la défaite, c'est accepter d'être dans le dernier carré, les éternels maudits de l'histoire. Et ça, effectivement, il y a des générations qui nous ont précédés, qui se sont même presque gargarisées de ça. Et je pense qu'il faut en finir avec tout ça. Il faut en finir avec la réaction. Il faut en finir avec la défaite. Oui, demain, nous sommes des générations du XXIe siècle. Nous allons changer le monde. Nous allons révolutionner le monde. Et peut-être moins largement que le monde, nous allons révolutionner notre civilisation, nos peuples, nos territoires. Et cette phrase de Jean Mabir, en fait, elle n'est plus valable aujourd'hui. Et malgré tout le respect, malgré toute la formation qu'a pu m'apporter Jean Mabir, comme tant d'autres, j'ai envie de dire, le monde d'hier, le monde du XXe siècle, il est terminé, il est derrière nous. C'est un monde d'Européens qui ont perdu d'une certaine façon. Ce sont des Européens qui ont quand même provoqué là où nous en sommes aujourd'hui. Désolé pour ceux qui sont plutôt du XXe siècle, mais c'est la réalité. Et moi j'ai envie de dire, le monde de demain, il nous appartient à nous Européens parce que nous allons faire autre chose et nous allons gagner. Nous allons d'une part, j'espère, repousser toute cette invasion migratoire qui pénètre chez nous. Nous allons d'autre part recréer le sentiment de communauté qui n'existe plus chez nous. Nous allons faire tout autre chose que ce qui a été fait au XXe siècle. Et donc, je pense, en conclusion, que Jean Mabir restera dans nos mémoires
nos formations, dans l'histoire peut-être, mais il ne sera pas un modèle pour l'avenir, comme tant d'autres ne seront pas des modèles pour l'avenir, parce que nous, jeunes Européens du XXIe siècle, nous avons besoin de vainqueurs, nous avons besoin d'aventuriers et nous avons besoin de constructeurs, nous n'avons pas besoin de perdants. Merci. Jean-David, en tant que... Enfin, moi, je suis plutôt du XXe siècle, mais comment vous analysez ce constat? Vous avez vraiment l'impression, vous, aux identitaires, qu'il y a quelque chose qui bouge? Oui, bien entendu. Je partage ce qu'a dit Yann. Il m'a quasiment ôté les mots de la bouche. D'ailleurs, pour lutter, d'ailleurs, le terme dernier carré, c'est quelque chose qu'on dénonce dans les formations de militants. Et on a, à travers une campagne de génération identitaire, on l'avait nommé la première ligne, pour justement être dans cet esprit offensif, pour être devant, pour montrer l'exemple. Donc c'était justement cette idée de ne pas être le dernier carré, qui est certes romantique, mais dont on n'a plus besoin aujourd'hui. Tu l'as dit d'ailleurs aussi avant, les choses sont graves. Il y avait un slogan qui disait si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Aujourd'hui, c'est la réalité qui s'occupe de vous. C'est à la réalité qui s'attaque à vos enfants, qui s'attaque à vos femmes, qui s'attaque à vos mères, aux personnes les plus faibles de votre entourage. Et donc, si aujourd'hui vous ne vous engagez pas, si aujourd'hui vous ne prenez pas des risques, eh bien la réalité s'occupera de vous. On peut vivre en sécurité un certain temps, mais un jour ou l'autre, en tout cas pour les plus jeunes d'entre nous, nous verrons des choses graves arriver. Donc il est indispensable d'agir et il ne faut pas avoir une logique de dernier carré. Et j'aimerais ajouter par rapport à ce que j'ai dit dans ma première intervention, que bien sûr le militantisme c'est du renoncement. On renonce à des plaisirs, on renonce à des biens de consommation, on peut renoncer aussi à une carrière professionnelle. Parce que certains d'entre eux, là on a tous abordé ce sujet avec beaucoup de calme et de sérénité, mais il est vrai que beaucoup d'entre nous ont dû renoncer à des carrières professionnelles, certains des carrières militaires, des carrières administratives. Évidemment, il y a des risques, il y a même beaucoup de risques, il y a aussi des risques physiques. Beaucoup d'entre nous ont pu être passés à tabac, certains d'entre nous ont pu aller en prison. Vous avez bien vu là, lors de la manifestation qui a eu lieu à Calais, la petite anecdote, c'est que certains militants, les Niçois qui étaient les plus éloignés, certains d'entre eux ont mis 300 € pour monter, ce qui pour des chômeurs ou des étudiants ou des jeunes travailleurs est une somme considérable. Et il y en a d'autres qui ont été victimes de violences policières, ceux que vous avez vus sur les images, mais également dans les fourgons. Et puis, bien sûr, il y en a qui ont pris des peines de prison ferme, sans mandat de dépôt bien sûr, mais des peines de prison ferme quand même. Toutes ces personnes-là n'ont pas moins à risquer que vous. Peut-être certains d'entre vous qui sont là, vos carrières sont faites, les leurs ne font que commencer. Et ils prennent ce risque parce qu'ils sont conscients qu'aujourd'hui on vit un moment historique. Et s'il y a une centaine de personnes qui a pu traverser la France, qui a pu avoir la discipline de ne pas répondre aux coups de la police politique, eh bien c'est parce qu'il y a une conviction profonde qui les anime. Et bien sûr, il y a du renoncement, bien sûr, il y a des sacrifices. Personne ne fait ça de gaieté de cœur. Mais derrière, il y a la fierté de faire quelque chose pour son peuple, et il y a aussi les rétributions symboliques. Le regard des quelques Calaisiens qu'on a pu croiser, qui nous remerciaient d'avoir mené cette action parce que personne ne s'occupe d'eux depuis des années. Il y a aussi pour les militants le plaisir de voir sur Internet une vidéo être vue 1 million de fois, de voir des Marion Maréchal Le Pen, des Stéphane Ravier partager la vidéo de l'action. Ces rétributions symboliques, elles sont très importantes aussi pour les militants. Et franchement, ça vaut le coup. Olivier Bonnet, si j'écoute bien Jean-David et Yann, en fait, votre projet dans la Nièvre, c'est le début de la reconquête du territoire ? Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec Yann et Jean-David. Pour moi, il n'y a pas à avoir cette image de dernier carré qui se défend. On n'est pas encore à la fin du camp des saints, quoi, avec tout le respect que je dois à M. Raspail. Mais pour le moment, moi je vois une population qui vient sur les positions que nous défendons depuis des décennies, et je vois ce changement, et je pense que les gens sont en attente de solutions novatrices. Et donc il faut maintenant, il faut pas se voiler la face. Les gens
Je me rappelle de Jeanne Bretagne, je crois qu'elle a sorti un tract il y a quelques années de ça sur les différents sondages qui paraissaient sur des questions de société qui nous importent. Et on voyait qu'une large majorité de Français est d'accord avec nos positions et nos propositions. Donc ces gens, maintenant, il faut arriver quand même à leur montrer que, en ayant justement du courage, comme on le disait tout à l'heure, et comme le disait l'oratrice précédente, le courage, c'est le prix de notre liberté. Il faut avoir maintenant le courage d'aller vers les gens moins peut-être politisés que vous, moins sensibilisés que vous, mais il faut avoir le courage d'aller vers eux, de les prendre par la main, de leur dire, vous voyez, nous sommes exemplaires, comme le disait aussi Aude tout à l'heure. Quand on nous connaît, si nous sommes exemplaires, il n'y a aucune raison que les gens ne nous suivent pas et ne travaillent pas avec nous à la reconquête de notre identité, à la sauvegarde de notre culture, de notre civilisation. Ils n'ont plus d'espoir quasiment en personne. Bon, il y a un petit espoir politique qui se manifeste. Moi, personnellement, j'ai du mal à y voir un réel espoir qui se concrétisera un jour lourdement. Mais je pense que c'est à nous tous de faire du travail. Si chacun d'entre vous, de temps en temps, pouvait faire un petit geste militant, mais peut-être pas dans le domaine forcément politique, chacun à sa place. Chacun à sa place. On parlait aussi de la place des femmes tout à l'heure. C'est vrai que parfois le domaine politique c'est un petit peu masculin, c'est peut-être pas facile pour toutes les femmes, mais dans l'action associative, dans tous les domaines que j'ai énumérés avant, comme l'éducation, l'environnement, le patrimoine, la solidarité, il y a de la place pour tout le monde, jeunes, vieux, hommes, femmes, grands adolescents, jeunes, adultes, retraités, il y a de la place pour tout le monde, et il y a de la place pour que chacun puisse exprimer ses goûts et ses envies dans un domaine qui l'intéresse, avec des gens qui partagent aussi la conviction qu'il faut préserver ce que nous voulons tous ici préserver. Et le champ d'action est immense. Vous pouvez tous participer à une action parce que vous agissez peut-être déjà dans des associations par ailleurs, mais peut-être pas forcément avec des gens avec qui vous avez envie de travailler. Mais le message que je voudrais vraiment faire passer, c'est essayer de faire de temps en temps quelque chose, un geste positif pour aller en direction des gens dans notre peuple qui souffrent, qui en ont assez, qui ne voient pas de solution et qui attendent qu'on leur apporte, pas sur un plateau, mais qu'on leur apporte au moins un espoir, quoi. Un espoir dans l'action. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question en fin de compte, mais... Oui, si, très bien. Je voulais dire. Charlotte, là c'est la journaliste que je vais interroger. L'habitude du terrain, vous avez fait plusieurs reportages sur Calais, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous voyez un début d'espoir, un début de révolte autour de vous ? Un début d'espoir, c'est plus qu'un début, je crois. Un début de révolte aussi. Après, cette révolte, il faut savoir ce qu'on en fait. Ça suffit pas de se révolter, je crois, parce qu'il y a des gens qui se révoltent depuis longtemps, mais savoir ce qu'on en fait. Moi, je crois qu'il faut regarder, vous allez me trouver monomaniaque, mais je vais reparler de l'exemple de la Manif pour tous, parce que c'est un succès militant indéniable. Pourquoi la Manif pour tous a réussi à mettre 1 million de gens dans la rue ? C'est parce qu'ils sont partis du principe, dans l'explication du combat lui-même, que ce n'était pas foutu. En fait, ils sont partis en disant, alors c'était plus facile, c'était une loi qui n'était pas encore votée, mais je pense qu'on arrive à mobiliser des gens quand on leur dit il y a un espoir. Et je pense qu'il faut notamment parler énormément contre cette idée qui est reprise par l'idéologie contre laquelle on se bat, qui veut que ce soit le sens de l'histoire. On nous parle en permanence, mais vous vous opposez contre le sens de l'histoire. Mais quand on regarde comment on en est arrivé là, jamais ça n'a été un sens de l'histoire, ça a été décision politique sur décision politique. Et c'est là-dessus qu'il faut, je pense, se concentrer. C'est que quand la gauche, pour faire très large, s'est investie, ils ne se sont pas dit on va changer le monde en 10 ans. Et de fait, ils n'ont pas changé le monde en 10 ans, ça a pris des années et des années. Et je crois qu'avec humilité, il faut être chacun à notre place, ce que disait très bien Aude, chacun à notre place, ne plus céder sur aucune chose dans notre environnement. Donc pour reprendre les propos que vous citiez de Jean Mabir, je pense qu'on changera le monde, il faut être prudent là-dessus, c'est-à-dire qu'on changera en tout cas ce qu'on a les moyens de changer. Je pense que si on espère changer le monde en 5 ans, on va tous prendre une corde au bout de 3 jours, donc je pense qu'il faut être un petit peu humble là-dessus. En revanche, là où je suis pas d'accord avec lui, c'est que oui, le monde peut nous changer. Et on le voit, et ça, et surtout quand on sait qui est son prince, c'est plus qu'inquiétant, et que je pense que c'est là-dessus qu'il faut plus se concentrer. Oui, le monde peut nous changer, et c'est là-dessus qu'il faut agir. Et bon, je vais reprendre une figure. Je vous ai promis d'être honnête, donc moi, mon combat, il est aussi catholique, et je vais reprendre une figure que j'admire énormément, qui est celle de Sainte Jeanne d'Arc, et qui dit les gendarmes batailleront et Dieu donnera la victoire. Et je pense que notre humilité, elle est là, quoi. Il faut batailler en gardant l'espérance de quelque chose aussi qui nous transcende et qui nous dépasse, et en acceptant de ne pas avoir le contrôle sur tout.
Dans Changement, Élise Blaise, vous êtes depuis le premier jour dans ce projet de TV Liberté. À l'époque où, je ne sais pas si Philippe Millot est dans la salle, mais peu de personnes pensaient que ça allait marcher. On voit que cette dynamique, même au niveau des médias, est en train de se mettre en place. Vous aviez peut-être au début plus de mal à avoir des invités, à avoir des témoignages. Aujourd'hui, ça se multiplie et les gens sont prêts à venir témoigner. Effectivement, alors déjà la première victoire, effectivement, c'est qu'on existe toujours, et non seulement on existe toujours, mais on est beaucoup plus fort. On est beaucoup plus fort parce qu'aujourd'hui on est beaucoup plus connu d'une certaine manière. On est beaucoup plus fort parce que peu à peu se créent de plus en plus d'antennes régionales, comme notre partenariat par exemple avec Yann Valery et Brésinfo, mais il y en a plein d'autres. Il y a Paris Vox, dont vous retrouverez un stand d'ailleurs à la sortie si vous le souhaitez. Alors évidemment j'en oublie, mais il y en a dans le sud, il y en a évidemment dans le nord. Donc on est de plus en plus dans le développement. On vient de lancer également Radio Liberté. On a également lancé Euro-Liberté, un site de réinformation sur les actualités européennes. Donc tout cela, évidemment, si nous n'étions pas d'une certaine manière avec le vent en poupe, ce ne serait pas possible. Donc c'est déjà un premier signe de victoire, et c'est encore une fois le premier signe d'éveil des consciences, puisque peut-être effectivement qu'un tel projet lancé il y a une dizaine d'années n'aurait pas fonctionné, pour des raisons technologiques déjà premièrement, mais évidemment aussi pour des raisons politiques, et l'exaspération des esprits aujourd'hui est telle que finalement la réinformation se présente presque comme un bol d'air frais. C'est d'ailleurs ce que me disent beaucoup de gens quand je les rencontre. Et je pense que ça, c'est un signe, parce que si nous fonctionnons, si nous avons de plus en plus d'auditeurs, de téléspectateurs, de lecteurs, c'est le signe que de plus en plus de gens prennent conscience qu'on leur ment, il faut être honnête, qu'on leur ment, qu'on les abreuve d'informations qui sont mensongères. Je pense que là, si je devais citer un exemple dont tout le monde se souviendra, évidemment, c'est le réveillon de Cologne. Aujourd'hui, c'est une démonstration que nous sommes capables de faire pression sur les médias du système. Cologne, c'est la Réinfosphère qui l'a d'abord lancée. Elle a été reprise ensuite par les médias étrangers, puis les médias du système ont été obligés d'en dire un petit peu. Alors évidemment, ils sont toujours en dessous de la vérité, mais peu importe, on les a fait fléchir, on les fera fléchir, et pour peut-être spoiler, pour utiliser un anglicisme odieux, par rapport aux autres questions que vous aviez, Patrick, on nous demanderait d'autres... Enfin, souvent on nous demande, mais vous auriez pas aimé travailler à BFM, à TF1 ? Non, j'aurais pas aimé travailler à BFM et à TF1, mais par contre, ce que je vous dis, c'est que dans quelques années, on aura BFM et on aura TF1 et on sera toujours là. Yann, tu voulais rajouter quelque chose Puis après, on va passer à Aude. On va poser la question à Aude. Je voulais rajouter un petit mot par rapport justement à cette logique de... que ce soit de la réinformation, que ce soit du militantisme politique. Vous avez pu le voir sans doute de l'autre côté de la salle, vous avez des stands. Et je pense qu'aujourd'hui, quand vous venez, comme aujourd'hui, soutenir la dissidence, puisque c'est une réelle dissidence par rapport à l'État, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup d'associations, que ce soit des associations politiques, des associations médiatiques, qui peuvent vous permettre, vous qui payez des impôts, de déduire de vos impôts les dons que vous ferez à la dissidence. Et là, je ne fais pas de pub pour une association, je fais la publicité pour l'ensemble des associations. Et j'ai envie de vous dire, au Pays Basque, en Corse et dans plein d'autres mouvements dissidents, à l'époque, il y a eu des gens qui payaient un impôt révolutionnaire. Et je ne vous demande pas ce soir de payer un impôt révolutionnaire, je vous demande simplement de réfléchir par rapport aux impôts que vous réglez tous les ans à l'État français, que vous contestez manifestement si vous êtes ici, puisque vous contestez la politique qui est menée par le gouvernement, vous contestez la politique qui est menée par l'État, qui veut vous faire disparaître, vous comme moi, comme nos enfants. Puisque vous contestez cette politique, pourquoi alors ne pas vous relancer dans cette logique
appelez-le comme vous voulez, moi je l'appellerai impôt révolutionnaire, mais vos impôts, vous savez très bien que vous pouvez les déduire en aidant X ou Y associations dont une grosse partie sont présentes ce soir. Alors moi, ce que je vous demande, c'est de faire un geste de combat, un geste militant pour aider justement toute cette jeunesse qui est là, pour aider tous les gens qui travaillent à organiser ces colloques, pour aider les gens qui travaillent à faire des télévisions, à faire des actions comme à Calais, à vous fournir de l'information, à combattre le système, puisque c'est ça la dissidence, c'est combattre le système et le faire tomber demain. Pensez à vos impôts et pensez à tout l'argent que vous ne verserez pas à l'État français en le versant aux associations que vous choisirez. Merci. Ben, merci Yann pour ce... Non mais vous avez raison. Aude, monter un blog, on parle pas qu'à son propre milieu. Est-ce que vous voyez quelque chose s'ouvrir? Parce qu'il faut y aller sur ce blog, c'est magnifique. Enfin, les photos sont magnifiques, Aude. Pour préparer, parce que je suis très sérieux et que je prépare sérieusement les choses, j'ai été voir votre blog et oui, il y a un esthétisme là-dedans. C'est pas simplement un blog familial d'une mère de famille. Non, c'est sûr, c'est une vraie proposition esthétique, très simple, accessible à tous. Hein. Je réinvente pas le monde. J'essaie au contraire de m'inscrire de quelque chose qui est en dehors des tendances actuelles, de la mode, de revenir à quelque chose d'extrêmement traditionnel. Mon blog a beau s'appeler De bons païens, ça parle beaucoup de syncrétisme avec le christianisme, parce que effectivement, je crois que notre passé païen s'est mélangé avec la religion catholique et qu'aujourd'hui nous sommes le résultat d'un syncrétisme. Je parle beaucoup de ça. Voilà, la question précisément. On revient à ce que disait Jean Mabir. Est-ce que vous avez l'impression que alors c'est drôle parce que cette phrase de Jean Mabir, je l'aimais beaucoup quand j'étais adolescente. Pour tout vous dire, je l'avais même accrochée sur une carte postale au-dessus de mon bureau. C'est marrant, moi aussi. Ah bah, on devait avoir la même. Et aujourd'hui, il ne me viendrait pas à l'idée en tant que maman d'accrocher une telle phrase. C'est-à-dire que j'y vois, alors elle est très belle, mais elle révèle une espèce de désespérance qui ne me convient pas du tout. Et comment peut-on dire quelque chose comme ça quand on est une maman, quand on a un bébé dans un berceau qui est lui l'avenir? On ne peut pas se projeter avec des idées comme ça, avec tout le respect que j'ai pour l'œuvre de Jean Mabir. Mais voilà, je pense que d'ailleurs c'est aussi le rôle féminin. Je pense que peut-être quelque part les femmes sont pleines d'optimisme parce qu'elles sont la vie, parce qu'elles ont des enfants et elles ne peuvent pas être dans ce fatalisme, dans quelque chose qui nécrose finalement. Et voilà, c'est... Ben, ça sera le mot de la fin. Merci à tous. Merci Charlotte, Jean-David, Yann, Élise, Aude, Olivier. Et j'espère que tout le monde l'a bien vu, que ben voilà, ce sont des gens, et on peut les applaudir, ils ont relevé la tête pour cette civilisation européenne. Bravo, merci.